Elle avait été dit toute sa vie qu'elle était utile. Pas aimée, pas célébrée, pas même particulièrement remarquée, mais utile. Une présence silencieuse au dîner, une main ferme pour gérer la correspondance quand les nerfs de sa mère faillissaient, un corps pour remplir un siège quand un de plus était nécessaire. Lady Rose Ellsworth, en Sidinarm, 26 ans, héritière d'une fortune qu'elle n'avait jamais une seule fois été autorisée à dépenser comme elle le souhaitait, avait passé la meilleure partie d'une décennie à apprendre que dans le foyer Ellsworth, l'utilité était la chose la plus proche de l'appartenance. Maintenant, alors que la saison sociale de Londres déployait ses voiles scintillantes et que la langue se rassemblait pour juger, pour flirter, pour ruiner et pour s'élever, Rose était sur le point de découvrir que même l'utilité avait ses limites et que les hommes les plus dangereux n'étaient pas les cruels, mais ceux qui, sans le vouloir, vous faisaient vouloir être vus. La lettre arriva un mardi matin, glissée entre une facture de marchand et une note de sa sœur à propos d'un essayage chez Worth's. Elle ne portait pas de sceau personnel, seulement la crête de Calderon House, pressée dans de la cire sombre, austère et anguleuse, comme quelque chose sculpté dans la pierre. Rose Ellsworth la retourna dans ses doigts gantés. Elle avait déjà vu cette crête en passant sur une calèche traversant Whitehall, sur une porte à St. James's qui était toujours fermée. Le duc de Calderon ne recevait pas. Il ne recevait pas de visiteurs et il n'écrivait certainement pas de lettres à de jeunes dames d'un modeste statut social. Elle brisa le sceau. Le contenu était bref, 3 lignes, d'une écriture si précise qu'elle aurait pu être gravée plutôt que tracée. Une convocation formelle habillée dans le langage de l'invitation pour Lady Rose Ellsworth de se présenter à Calderon House le soir du 14 avril pour remplir une obligation sociale au nom de sa grâce. La nature de cette obligation serait expliquée à son arrivée. Rose la lut 2 fois, puis elle la plia, la glissa dans la poche de sa robe du matin et descendit prendre le petit déjeuner sans un mot. La salle du matin à Ellsworth House à Kensington sentait le toast, la bergamote et la marque particulière de tension silencieuse que Rose avait appris à naviguer depuis l'enfance. Sa mère, la vicomtesse Ellsworth, s'assit au bout de la table avec une posture si droite qu'elle semblait architecturale, lisant une lettre de sa fille aînée avec l'absorption concentrée habituellement réservée aux dépêches parlementaires. Les lettres de Charlotte recevaient toujours ce traitement. Celles d'Eleanor aussi. Celles de Rose étaient pliées et mises de côté sans cérémonie, comme des reçus que l'on pourrait revisiter plus tard si l'envie prenait. Rose beurra son toast et observa ses sœurs. Charlotte, 29 ans, aux cheveux d'or, avait épousé un vicomte à 19 ans. Eleanor, 23 ans, était la beauté de la famille, aux yeux sombres et lumineux, actuellement fiancée à Lord Harwick. Rose, par contraste, n'était ni dorée ni lumineuse, aux cheveux bruns et aux yeux bruns, avec le genre de visage qui était agréable au repos et oubliable en compagnie. Ses mains étaient tachées d'encre des lettres de la maison. Personne ne la remerciait d'écrire, et sa robe avait 2 saisons de retard parce que personne n'avait pensé à lui en commander une nouvelle. Elle ne s'en souciait pas, ou plutôt, elle s'était entraînée à ne pas s'en soucier, ce qui n'était pas tout à fait la même chose. Rose, la voix de sa mère, coupa la table. « Vous n'avez pas répondu à l'invitation de Lord Peaton. Il est célibataire, pas encore 40 ans. Il a spécifiquement demandé votre présence à sa soirée musicale. » L'implication était claire. Peaton n'était pas assez riche pour intéresser Charlotte ou Eleanor, mais assez riche pour être redirigé vers la sœur que personne d'autre n'avait pris la peine d'arranger. « J'enverrai mes regrets, mère, » dit Rose. « Je n'ai aucun intérêt pour Lord Peaton. » La vicomtesse posa sa lettre avec un soin délibéré, le précurseur du mécontentement que Rose connaissait bien. Avant qu'elle ne puisse parler, Eleanor leva les yeux de son petit déjeuner. « Peut-être Rose n'a-t-elle simplement trouvé personne qui vaille la peine, dit-elle, souriant au-dessus de sa tasse de thé. Tout le monde ne peut pas être aussi chanceux que moi. » La remarque se voulait légère. Rose choisit de la recevoir ainsi,
car reconnaître la cruauté silencieuse et sa jovialité aurait exigé une confrontation qu'elle n'avait pas l'énergie de soutenir. Elle sourit en retour, mince et bref, et termina son toast en silence. La réponse vint ce même soir. Sa mère convoqua Rose au salon après le dîner, avec une expression que Rose avait appris à associer à des décisions déjà prises. La vicomtesse s'assit dans sa chaise habituelle près du feu, un verre de cerise à son coude. « J'ai reçu une communication de Calderon House. Sa grâce a besoin d'une campagne pour le reste de la saison sociale, quelqu'un pour servir d'hôtesse lors des événements formels. Vous l'accompagnerez à Almax, au dîner, aux réceptions. Elle gérera les introductions, assurera que son calendrier social se déroule sans accroc. C'est une question d'étiquette et d'organisation. Précisément le genre de choses que vous faites bien. » Rose absorba cela en silence. Une hôtesse, une gestionnaire sociale, une femme engagée pour adoucir les angles vifs d'un homme trop fier ou trop blessé pour le faire lui-même. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Le regard de sa mère vacilla. « Parce que vous avez refusé Lord Piton. » Les mots atterrirent comme un petit coup précis, pas une opportunité, une conséquence. Sa mère lui avait offert un chemin, et Rose l'avait refusé. Et ainsi la vicomtesse avait trouvé une autre utilité pour elle, une qui était moins un cadeau qu'une punition vêtue de soie. « Quand cela commence-t-il » demanda Rose. « Le 14, présentez-vous à Calderon House à 20h. » La vicomtesse marqua une pause. « Portez quelque chose d'approprié, cher. Le duc est particulier sur les apparences. » Rose hocha la tête, se leva de sa chaise et partit sans un autre mot. Dans le couloir, elle s'arrêta, pressa son dos contre le papier peint frais, ferma les yeux. Utile, elle était toujours utile, et l'utilité, semblait-il, l'avait amenée ici, au seuil de l'homme le plus formidable de Londres, armé de rien d'autre que d'une bonne posture, et de la certitude tranquille et obstinée qu'elle ne laisserait pas cela la briser. Le 14 avril arriva avec une fine bruine et un ciel de la couleur de l'étain. Rose, vêtue d'une robe de soie bleu profond, vieille de 2 hivers mais toujours élégante, épingla simplement ses cheveux et porta les boucles d'oreilles de perles de sa mère. Elle s'examina dans le miroir avec une évaluation détachée. Adéquate. Elle avait l'air adéquate. La calèche qui vint la chercher était noire, polie, tirée par 2 chevaux bais. Rose monta sans aide et regarda Londres défiler alors qu'il se dirigeait vers St. James. Le printemps à Londres était une performance, avait-elle toujours pensé. Tout le monde jouait son rôle, espérant que le public applaudirait. Elle se demanda quel rôle elle était sur le point de jouer. Calderon House s'élevait au bout d'une rue tranquille comme quelque chose d'un autre siècle. Une maison de ville géorgienne en pierre pâle, sa façade aussi composée et inflexible que le visage d'un homme en public. Pas de fleurs, aucune douceur d'aucune sorte. Les balustrades de fer étaient polies à un éclat de miroir. Un majordome la rencontra à la porte et la conduisit à travers un hall d'entrée lambrissé de bois sombre, éclairé par un lustre en fer forgé et en cristal. L'or sur les murs était des batailles militaires rendues dans des huiles sombres et suffocantes de fumée. Les yeux de Rose en captèrent une en passant, une scène de dévastation, et au premier plan, une seule figure à cheval silhouettée contre les flammes. Elle sut avec une certitude soudaine que la figure était censée être le duc. Dans la bibliothèque, M. Whitmore, d'âge moyen, à lunettes, visiblement soulagé de la voir, expliqua l'arrangement efficacement. Le duc trouvait les rituels de la société londonienne exigeants. Rose gérerait les introductions, assurerait que les événements se déroulent sans accroc. En retour, elle recevrait une allocation et une certaine visibilité dans la société. Il y a une autre question, dit Whitmore, déplaçant son poids. Sa grâce souhaite vous rencontrer ce soir. Rose ne s'y attendait pas, mais elle garda son calme. Bien sûr, menez le chemin. Le salon donnait sur la rue. Il était élégamment meublé, mais froid. Aucune preuve nulle part qu'un être humain y passait réellement du temps. Le duc de Calderon se tenait près de la fenêtre. La première impression de Rose ne fut pas de son visage, mais de son immobilité.
Il se tenait les mains jointes derrière le dos, sa posture si parfaitement droite qu'elle semblait presque agressive, le maintien d'un homme qui avait passé des années à se maintenir par la seule discipline. Il était grand, mince, bâti pour l'endurance plutôt que pour l'aisance, vêtements de soirée noire, cheveux sombres parsemés de fils d'argent aux tempes. Puis il se retourna et elle vit son visage, trop anguleux pour être conventionnellement beau, des pommettes saillantes, une mâchoire figée, une bouche pressée en une ligne de retenue permanente. Mais ses yeux étaient extraordinaires, sombres, presque noirs à la lumière du feu, et possédaient une intensité qui fit sentir à Rose en un seul regard qu'il lisait quelque chose écrit à l'intérieur de sa poitrine. Elle ne détourna pas le regard. Elle avait appris au fil des années à naviguer dans des pièces où elle était la personne la moins importante présente, que détourner le regard était une invitation à être oubliée. Alors elle soutint son regard fixement, avec la calme assurance qui était sa plus grande compétence, et attendit. Le duc l'étudia, sans chaleur, sans curiosité, seulement ce regard mesurant, comme s'il évaluait si quelque chose valait son temps. Puis quelque chose changea, si légèrement que Rose aurait pu l'imaginer, un léger relâchement autour de ses yeux. « Lady Rose Ellsworth, dit-il. Sa voix était bien contrôlée, avec la netteté d'un homme habitué à être obéi. Vous êtes venu seul, sans chaperon. L'arrangement a été fait à court préavis, dit Rose, et j'ai compris que la vitesse était préférée à la cérémonie. Une longue pause. Son regard parcourut son visage avec une délibération qui aurait fait se sentir mal à l'aise une femme moins forte. Rose resta parfaitement immobile. « Vous n'avez pas demandé pourquoi, dit-il. La plupart des femmes auraient des questions sur l'arrangement, sur les attentes, sur moi. » Rose y réfléchit. Elle aurait pu être totalement honnête, admettre les questions, le malaise, l'étrangeté de se tenir dans cette pièce froide devant cet homme formidable. Au lieu de cela, elle choisit la version de l'honnêteté qui lui coûtait le moins. « On m'a dit, votre grâce, que vous préfériez l'efficacité à la conversation. J'ai pensé qu'il était plus respectueux d'attendre que vous le demandiez. » Le silence qui suivit était différent des précédents, plus chaleureux. La bouche du duc se contracta. Pas tout à fait un sourire, mais son fantôme-là est disparu si vite qu'elle aurait pu l'imaginer. « Une juste évaluation, dit-il. Vous avez été bien informé. Londres parle, votre grâce. C'est plutôt difficile à éviter. » Il inclina la tête, puis il se retourna vers la fenêtre et la conversation était terminée. Rose fit une révérence précise sans hâte et quitta la pièce sans se retourner. Elle pouvait sentir son regard sur elle alors qu'elle franchissait le seuil, stable, évaluant et indéniablement attentif. Ce ne fut qu'en calèche, les roues claquant sur les pavés de St. James's, qu'elle se permit d'expirer. La première apparition publique eut lieu 4 jours plus tard, lors d'une soirée donnée par Lady Peaton sur Berkeley Square. Pas une grande affaire, 60 invités, un quatuor à cordes, assez de champagne pour maintenir la conversation, mais le genre d'événement où les réputations étaient discrètement faites ou détruites, et Rose comprit, en s'habillant de soie gris pâle, que ce soir elle serait observée. Le duc était déjà dans la calèche quand elle vint de la chercher, une présence sombre dans le coin, son visage éclairé par intermittence par les lampes à gaz qu'il dépassait. Il ne la salua pas. Rose s'installa sur son siège. Le silence entre eux était le silence de 2 personnes qui n'avaient pas encore appris à occuper le même espace sans que l'effort ne paraisse. « Lady Peaton s'attendra à une introduction, » dit Rose après quelques minutes. « Elle est proche de la duchesse de Kent. Je suggérerais de lui dire que c'est un arrangement saisonnier, rien de plus. Cela satisfera sa curiosité sans inviter d'autres questions. » Le duc tourna la tête. Dans la pénombre, son expression était illisible, mais ses yeux contenaient quelque chose qui aurait pu être de la surprise. « Vous avez fait vos recherches, dit-il. C'est mon rôle d'assurer que la soirée se déroule sans accroc. Cela demande de connaître le terrain. » Il la regarda un instant de plus, puis il hocha la tête
Et Rose remarqua, ou crut remarquer, que ses épaules s'étaient un peu relâchées, comme si quelque chose qui l'attendait n'était pas arrivé. Ils descendirent en son ensemble à Berkeley Square. La main du duc, gantée et ferme, stabilisa son coude alors qu'elle descendait de la calèche. Bref, professionnel, rien qui puisse être commenté. Et pourtant, le contact laissa une légère chaleur sur sa peau qui persista alors qu'ils marchaient vers la porte, côte à côte, dans le silence calme et complice de deux personnes entrant ensemble dans une performance. À l'intérieur, la soirée se déroula exactement comme Rose l'avait prévu. Lady Peaton descendit avec l'enthousiasme d'une hôtesse qui avait réussi un coup. Rose géra les introductions avec une aisance habituelle, guida la conversation, détourna les questions qui frôlaient trop le personnel, maintint le verre de champagne du duc rempli sans attirer l'attention sur l'acte. Elle devint consciente de son attention graduellement, comme on remarque un changement de temps. La concentration du duc, qui avait été fixée sur le milieu de la pièce pendant la majeure partie de la soirée, polie, distante, ne cessait de se déplacer encore et encore vers l'endroit où Rose se tenait, ne la regardant pas, observant, cataloguant la façon dont elle se déplaçait dans la pièce, sa compétence tranquille, la façon dont elle naviguait les courants sociaux sans être emportée par eux. Une fois, quand une comtesse particulièrement fade coinça Rose près de la table des rafraîchissements avec des questions de plus en plus personnelles, Rose sentit sa présence avant de le voir. Il apparut à son coude, n'intervenant pas, ne parlant pas, se tenant simplement là, assez près pour que les yeux de la comtesse s'écarquillent et que ses questions sèchent immédiatement. Le duc inclina la tête vers la femme, offrit son bras à Rose et la guida loin avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'élever la voix. « Merci, murmura Rose. Vous n'aviez pas besoin d'être secouru, dit-il, et puis après une pause. Mais elle vous ennuyait. Rose faillit rire, presque. Oui, Mithti, Botastavi, admit-elle. Le fantôme de ce presque sourire traversa son visage à nouveau, rapide comme un battement de cœur, et Rose sentit quelque chose bouger entre eux. Pas de la chaleur, pas encore, mais l'absence de froideur, une fissure dans le mur, fine comme un cheveu, à travers laquelle quelque chose pourrait éventuellement trouver son chemin. La soirée se termina à 23 heures. Le trajet de retour à Kensington se passa sans un mot, mais quand le duc la fit descendre à Ellsworth House, sa prise sur sa main s'attarda, une fraction de seconde plus longtemps que nécessaire avant qu'il ne la relâche. Elle apparut au troisième événement, une réception formelle chez la duchesse de Devance, comme tout droit sorti d'un magazine de mode. Lady Beatrix Ashcombe avait 19 ans, fille d'un comte, et possédait le genre de beauté dorée qui faisait que les pièces se réorganisaient autour d'elle. Elle portait une robe de soie blanche coupée près du corps, avec un décolleté qui flirtait avec la bienséance, et des perles qui captaient la lumière des bougies et la renvoyaient comme un défi. Rose la remarqua immédiatement, non pas à cause de sa beauté, mais à cause de la façon dont elle se déplaçait. Pas une jeune femme qui s'amuse, mais une femme en mission, ses yeux balayant la foule avec une précision que Rose reconnaissait parce qu'elle l'avait vue dans le miroir. Le regard de Béatrix trouva le duc en premier. Il s'attarda, évaluant, affamé, avant de glisser avec une lenteur délibérée vers Rose à ses côtés. Quelque chose se durcit dans l'expression de Béatrix. Pas de la surprise, quelque chose de plus froid, quelque chose qui ressemblait beaucoup au début d'une guerre. L'engagement fut bref et cordial en surface. Béatrix s'approcha pendant une pause dans la musique, se présenta avec une grâce parfaite, échangea des amabilités avec le duc, qui étaient si parfaitement répétées qu'elles auraient pu être écrites. Rose nota la façon dont la main de Béatrix s'attarda sur son bras, une fraction de trop longtemps avant de se retirer. « Quelle soirée remarquable !» dit Béatrix, se tournant vers Rose avec un sourire tout en chaleur et sans substance. « Et vous devez être Lady Rose. Comme c'est charmant de vous rencontrer enfin,
J'ai tant entendu dire. L'accent sur enfin était assez subtil pour être niable, assez clair pour piquer. Rose sourit en retour, agréable, imperturbable. Lady Beatrice, le plaisir est pour moi. J'espère que nous nous verrons davantage cette saison. Il est si important de cultiver ces relations. Un regard vers le duc, possessif, confiant. Mais je ne dois pas vous retenir. Je suis sûr que vous avez tant à gérer. Elle s'éloigna avec une aisance habituelle, et Rose fut laissée avec la légère et désagréable sensation d'avoir été évaluée et jugée insuffisante. Lady Ashcombe, dit le duc après un moment. Sa voix était neutre, mais quelque chose en elle, un bord à peine perceptible, dit à Rose qu'il avait remarqué le comportement de Béatrice aussi clairement qu'elle. Oui, dit Rose tranquillement, je vois. Il la regarda, puis un rapide regard scrutateur, comme s'il posait une question qu'il ne mettait pas en mots. Rose le rencontra fixement, soutint son regard jusqu'à ce qu'il se détourne. La réception se termina tard. Rose avait passé la dernière heure à gérer une conversation entre deux lords dont les désaccords politiques menaçaient de devenir quelque chose de plus laid, et au moment où elle descendait le grand escalier, le calme qu'elle portait comme une seconde peau avait commencé très légèrement à s'effilocher. Elle ne le montra pas. Elle ne le montra jamais. Mais quand le duc lui offrit son bras pour la guider vers la calèche, son regard balaya son visage avec cette attention tranquille qu'elle avait ressentie toute la soirée. Et cette fois, il ne bougea pas, ils roulèrent en silence. La calèche se balançait doucement sur les rues inégales, la lumière des lampes projetant des ombres intermittentes à l'intérieur. Rose fixa ses mains gantées et sentit l'épuisement s'installer dans ses os. « Vous êtes fatiguée. » Elle se tourna. Le duc la regardait, non pas avec une sympathie jouée, mais avec l'observation directe d'un homme qui avait passé des années à lire les gens sous pression et avait cessé de prétendre le contraire. « Je vais parfaitement bien, votre grâce. »« Vous êtes fatigué, répéta-t-il. Vous avez géré cette pièce pendant des heures. Votre sourire n'a pas faibli une seule fois, et cela, Lady Rose, n'est pas naturel. C'est un effort. » Rose soutint son regard. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant. Pas avec cette combinaison de précision et de quelque chose qui, chez un homme plus doux, aurait pu être appelé de l'attention. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais découvrit qu'elle n'avait rien à dire qui ne trahirait plus qu'elle n'avait l'intention, alors elle ne dit rien. Le duc, peut-être le sentant, n'insista pas. Il inclina simplement la tête et tourna son regard vers la fenêtre. Le silence qui suivit était différent de tous les autres. Pas le silence d'étrangers ou de deux personnes jouant la politesse. Quelque chose avait changé. La première reconnaissance tranquille qu'ils apprenaient à se voir. Quand la calèche s'arrêta à Ellsworth House, le duc fit descendre Rose. Elle fit sa révérence, murmura ses remerciements et se tourna vers la porte. Lady Rose, elle s'arrêta, se retourna. Il se tenait dans la lumière de la lampe, à moitié dans l'ombre. Un instant, il ne dit rien. Il la regarda simplement, avec cette attention stable et scrutatrice qu'il avait suivie toute la soirée, et puis très légèrement, il hocha la tête. Ce n'était pas un congé. Ce n'était pas de la politesse. C'était quelque chose de plus silencieux que l'un ou l'autre. Et Rose le porta avec elle en montant les escaliers et dans sa chambre, où elle s'assit longtemps dans l'obscurité. « Il me voit, pensa-t-elle. Pas l'hôtesse, pas la fille utile. Moi. » C'était peut-être la chose la plus dangereuse que quelqu'un lui ait jamais faite, et c'était la chose la plus merveilleuse qu'elle ait jamais ressentie. Partie 2. Les jours qui suivirent s'installèrent dans quelque chose que Rose n'avait pas prévu. Un rythme. Chaque matin, une lettre arrivait de Whitmore, scellée de la crête de Calderon, précise comme une dépêche militaire. La liste des invités pour le prochain événement, des notes sur qui importait, qui devait être évité, quels sujets pourraient surgir et comment les orienter. Rose lisait chacune à son petit bureau d'écriture et absorbait l'information avec la minutie qu'elle apportait à tout. Mais ce n'étaient pas les lettres qui occupaient ses pensées. C'étaient les espaces entre elles.
Le duc ne la cherchait pas entre les événements. Il n'envoyait pas de notes personnelles, ne demandait pas de conversation. Leurs interactions restaient confinées au trajet en calèche et aux soirées elles-mêmes. Et pourtant, à l'intérieur de ces limites, quelque chose avait commencé à changer. Une qualité d'attention que Rose ne pouvait pas tout à fait nommer, mais qu'elle ne pouvait ignorer. La façon dont son regard la trouvait dans une pièce bondée sans paraître chercher. La façon dont il se positionnait presque imperceptiblement pour qu'elle ne soit jamais laissée sans protection dans la conversation. La façon dont, à la fin de chaque soirée, il la faisait descendre de la calèche avec un soin qui allait légèrement au-delà de ce que le devoir exigeait. Rose remarquait ces choses comme on remarque le changement des saisons, non pas à un moment précis, mais dans l'accumulation de petits changements qui, pris ensemble, modifiaient entièrement le paysage. Elle ne se permettait pas d'y lire un sens. Pas encore. Elle avait passé trop d'années à apprendre que l'attention n'était pas la même chose que l'estime et que l'estime n'était pas la même chose que d'être choisi. Le duc observait simplement, cataloguait. C'était un homme de discipline et de précision, et elle était un nouvel élément dans son monde soigneusement ordonné. Bien sûr, il l'étudierait. Cela ne signifiait rien de plus. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait les matins où elle se surprenait à se demander ce qu'il avait pensé d'elle la veille. L'invitation ne vint pas par Whitmore, mais du duc lui-même. Rose était dans la bibliothèque de Calderon House, révisant des notes pour le dîner de ce soir-là, quand la porte s'ouvrit et Robert Montford entra sans annonce. Elle se leva, mais il leva la main, un léger geste habituel qui l'arrêta en plein mouvement. « Ne bougez pas, nous ne sommes pas à un événement formel. » Il se tint près de la cheminée, les mains derrière le dos. Sa posture habituelle, Rose l'avait remarquée, celle qui gardait son corps immobile. Demain après-midi, une promenade à Hyde Park. Il serait bénéfique pour nous d'être vus ensemble en dehors des événements du soir. Si nous voulons que l'arrangement paraisse naturel, nous devons permettre qu'il soit observé à la lumière du jour également. Bien sûr, votre grâce. À quelle heure dois-je attendre la calèche? 14 heures. Il marqua une pause. Alors portez quelque chose de chaud. Le vent vient de la Serpentine l'après-midi. Il partit. Rose resta assise un long moment dans la bibliothèque silencieuse, ruminant ses derniers mots. Porter quelque chose de chaud. Une instruction si ordinaire, et pourtant personne, ni sa mère, ni ses sœurs, ni une seule personne dans sa vie, n'avait jamais pensé à le lui dire. L'après-midi suivant fut lumineux et frais, le genre de rare journée d'avril que Londres offrait comme un cadeau. Rose s'habilla de soie vert mousse sous un Spencer crème et n'examina pas ses choix trop attentivement. Le duc attendait à la calèche, déjà composée, la regardant approcher avec cette immobilité particulière qu'elle commençait à reconnaître comme son état naturel. Dans la lumière pâle, il ressemblait moins au redoutable duc de guerre dont Londres murmurait, et plus à un homme simplement profitant du printemps. « Allons-y, dit-il, lui offrant son bras. Rose le prit. La sensation de son bras sous sa main, solide, chaud à travers les couches de laine, était différente des brefs contacts de leur rencontre du soir. Celle-ci était soutenue, un point de connexion qui durerait pendant toute leur promenade, et Rose en était intensément consciente alors qu'ils traversaient les portes de Hyde Park. La Serpentine brillait d'argent à la lumière de l'après-midi, et les allées étaient bondées d'élégants, toute la machinerie scintillante du ton exposé. Rose sentit immédiatement les regards sur eux. Pas des regards occasionnels, mais l'attention acérée de gens qui reconnaissaient le duc et révisaient maintenant leur compréhension de ses habitudes. « Il nous regarde, observa Rose. « Il regarde toujours, dit le duc, moi avec prudence, vous, je suppose, avec curiosité. Et que ferais-je de leur curiosité? Exactement ce que vous avez fait, l'ignorer avec grâce. » Rose sourit, un vrai sourire, pas celui qu'elle affichait lors des événements, et sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. Marcher à ses côtés en plein air, avec la lumière du soleil et la brise autour d'eux,
était différent de l'atmosphère étouffante des salons, plus honnête, comme si la lumière du jour dépouillait une couche de prétention que les soirées à la bougie exigeaient. Ils marchèrent le long du bord de la Serpentine, l'eau reflétant le ciel pâle, et Rose ressentit pour la première fois depuis le début de l'arrangement quelque chose s'approchant de la paix. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit le duc. Rose le regarda. Son expression était pensive, le regard d'un homme qui ruminait quelque chose, l'examinant sous différents angles. « Et à quoi vous attendiez-vous, votre grâce? À quelqu'un de plus désireux de plaire, quelqu'un qui essaierait de me charmer ou de m'impressionner, ou de se rendre indispensable par l'effort. » Il marqua une pause. « Vous ne faites rien de tout cela. Préférez-vous que je le fasse? » Non. Le mot fut immédiat, et quelque chose dans sa fermeté le surprit même lui. Un éclair de conscience de soi avant qu'il ne l'efface. C'est rafraîchissant d'être en compagnie de quelqu'un qui ne joue pas la comédie. « Tout le monde joue la comédie, votre grâce, » dit Rose tranquillement. « J'ai simplement eu plus de pratique pour rendre la performance invisible. » Il tourna la tête, et ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité qui fit que l'air entre eux parut soudainement chargé, comme si l'après-midi ordinaire était devenu quelque chose de complètement autre, quelque chose qui exigeait plus de soins que l'un ou l'autre ne lui avait encore accordé. « Oui, dit-il, après un long moment, je peux le voir. » Vers la fin de leur promenade, le duc ralentit le pas. Ils restèrent un instant dans l'ombre, tachetés d'un orme. Les sons du parc étaient étouffés autour d'eux. « Merci, dit-il, et puis, comme si les mots le surprenaient, car ce fut agréable. » Rose entendit sous la simplicité de ces mots quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la gratitude sincère, offerte par un homme qui ne l'offrait pas facilement. « Ce fut agréable pour moi aussi, votre grâce, dit-elle, et elle le pensait. 3 soirs plus tard, après un dîner chez Lord et Lady Ashworth, qui avait duré longtemps, et s'était terminé par une dispute politique que Rose avait passé 40 minutes à désamorcer soigneusement, le duc rompit le silence dans la calèche pour la 2e fois. « Comment faites-vous? » demanda-t-il. Rose, qui regardait la lumière des lampes se déplacer sur les bâtiments de Pall Mall, se tourna pour le trouver l'étudiant avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Quelque chose entre l'étonnement et la curiosité sincère. « Faire quoi à votre grâce? » « Les gérer, les conversations, les conflits. Vous avez vu ce qui se passait entre Ashworth et Devo. Ils étaient à quelques secondes de dire quelque chose qui ne pourrait pas être retiré. Et vous? » Il secoua la tête, un mouvement léger, presque imperceptible. « Vous les avez redirigés sans qu'aucun d'eux ne le remarque, sans attirer l'attention sur vous. » « Comment? » Rose réfléchit à la question. Ce n'était pas une question qu'on ne lui avait jamais posée auparavant, non pas parce que personne n'avait remarqué ce qu'elle faisait, mais parce que les gens qui en bénéficiaient n'avaient jamais pensé à se demander comment c'était accompli. Cela arrivait simplement, comme le temps ou le changement des saisons, et personne ne remettait en question le mécanisme. « J'écoute, » dit-elle enfin. « La plupart des gens, quand ils sont en colère ou effrayés, veulent être entendus. Ils ne veulent pas être corrigés ou contredits. Ils veulent que quelqu'un reconnaisse ce qu'ils ressentent. Alors je fais cela tranquillement, sans en faire un spectacle, et une fois qu'ils se sentent entendus, ils sont généralement prêts à être guidés ailleurs. » Le duc resta silencieux un long moment. La calèche se balançait doucement sur une route cahoteuse, et la lumière des lampes vacillait sur son visage. Lumière, ombre, lumière à nouveau. « Vous avez passé beaucoup de temps à écouter des gens qui ne vous écoutent pas. » Il le dit, ce n'était pas une question, et c'était si précisément, si inconfortablement exact que Rose sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas de la douleur exactement, mais la sensation d'être vue dans un endroit qu'elle avait soigneusement caché. « C'est ce que je fais, votre grâce, dit-elle, et elle garda sa voix stable. Il n'insista pas, mais son regard resta sur son visage plusieurs secondes de plus que ce n'était confortable, et quand il détourna enfin le regard, quelque chose dans la ligne de sa mâchoire avait changé, s'était peut-être resserré ou résolu
comme s'il était parvenu à une conclusion sur quelque chose, et ne savait pas encore quoi en faire. Le matin, après le dîner des Ashworth, Rose se réveilla pour trouver un petit paquet sur la table du couloir d'Ellsworth House, emballé dans du papier Kraft Uni, sans carte, sans sceau, sans aucune indication de l'expéditeur. À l'intérieur se trouvait une seule tige de muguet, pressée entre deux feuilles de parchemin, et en dessous une note d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. L'écriture était précise, anguleuse, indubitablement celle du duc, mais les mots n'étaient pas le genre qu'elle attendait de lui. Pas formel, pas professionnel, simplement. Ceux-ci fleurissent en avril. On dit qu'ils signifient le retour du bonheur. J'ai pensé que vous pourriez apprécier le sentiment, même si la science derrière est entièrement inventée. Rose lut la note 2 fois. Puis elle s'assit sur le banc du couloir et tint la fleur pressée dans sa paume et sentit quelque chose se briser dans sa poitrine qu'elle n'avait pas su être fermée. C'était une si petite chose, une seule fleur, quelques lignes d'humour sec et autodérisoire, aucune déclaration, aucun grand geste, juste une reconnaissance tranquille qu'il avait pensé à elle, qu'il avait vu quelque chose en elle, une capacité à la joie peut-être, ou une fin d'elle, et y avait répondu en privé, sans attendre de rien en retour. Rose glissa la note dans la poche de sa robe du matin et la porta avec elle le reste de la journée, pressant ses doigts dessus de temps en temps, comme pour se rassurer que c'était réel. Elle n'en parla à personne. Au milieu de mai, Londres avait pris sa décision. Le duc de Calderon et Lady Rose Ellsworth furent vus ensemble à pas moins de 11 événements publics au cours de 3 semaines, à des dîners, à des réceptions, à l'opéra, et plus particulièrement à leur promenade de l'après-midi à Hyde Park, qui avait été témoin par pas moins d'une douzaine de membres du Tongue, et rapporté avec un enthousiasme haletant par Madame Hartwell, Lady Peaton, et au moins 2 chroniqueurs dans les journaux du matin. Les murmures prirent vie. Certains se disaient que l'arrangement était purement pratique. Une hôtesse commode pour un duc qui trouvait la société ennuyeuse. D'autres, plus enclins au romantisme, suggéraient que quelque chose de plus profond était à l'œuvre. Rose entendit les rumeurs par Eleanor, qui fit irruption dans son salon un matin avec le genre d'énergie joyeuse que seuls les nouveaux potins pouvaient produire. « Ils disent qu'il vous a choisi, » dit Eleanor, s'asseyant sur une chaise sans cérémonie. « Pas embauché, choisi. Il y a une différence apparemment, et Madame Hartwell est très claire à ce sujet. » Rose leva les yeux de son livre. Madame Hartwell est très claire sur la plupart des choses, qu'elle ait ou non une base pour la clarté. Mais est-ce vrai? Eleanor se pencha en avant, ses yeux brillants. Y a-t-il quelque chose entre vous, car vous ne m'avez rien dit? Rose, vous rentrez à la maison tous les soirs et vous ne dites rien. Et pendant ce temps, tout Londres peut spéculer comme il le souhaite, dit Rose avec un calme qui la surprit même elle. L'arrangement est ce qu'il est. Eleanor étudia le visage de sa sœur un long moment, cherchant peut-être la fissure dans le calme qui révélerait la vérité. Mais Rose avait passé une vie entière à perfectionner ce calme, et il tenait maintenant, comme toujours, comme une armure devenue si familière qu'elle oubliait parfois de la porter. Eleanor partit insatisfaite, et Rose resta seule dans son salon, le muguet pressé glissé entre les pages de son livre, et se demanda combien de temps elle pourrait maintenir la fiction que ce n'était qu'un arrangement. Si cette histoire vous a ému, si vous avez ressenti même une fraction de ce que Rose ressent, debout dans la lumière de la lampe avec un homme qui commence seulement à la voir, alors je serais honoré de vous avoir dans cette communauté. Veuillez vous abonner à cette chaîne. Cela ne coûte rien et cela signifie tout pour les gens qui créent ces histoires pour vous. Et pendant que vous êtes ici, dites-moi quelque chose dans les commentaires ci-dessous. Partagez un moment, un petit moment tranquille où quelqu'un vous a vraiment vu pour la première fois. Juste un moment où vous avez senti pour la première fois que vous n'étiez pas invisible. Maintenant, revenons à Rose parce que la saison n'est pas terminée et il semble que le doc non plus. Les salons d'assemblée d'Almack sur King Street étaient la citadelle du ton.
Le seul lieu où l'inclusion était essentielle et l'exclusion était à toute fin pratique la mort sociale. Les assemblées hebdomadaires du mercredi étaient moins des danses que des auditions, présidées par des patronesses qui exerçaient leur pouvoir avec une efficacité impitoyable. Rose n'était allée à Almax qu'une seule fois auparavant, des années auparavant, amenée par sa mère pour observer depuis les bords. Elle s'en souvenait comme d'un endroit incroyablement lumineux, les visages des patronesses aussi immobiles et évaluatifs que des portraits. Ce soir, elle y entra au bras du duc et l'expérience fut entièrement différente. La pièce se déplaça pour eux, non pas de manière dramatique, mais avec la subtile recalibration instinctive qui se produisait chaque fois que le duc de Calderin entrait dans un espace. Les conversations s'estompaient, les têtes se tournaient. Rose garda son expression agréable et se concentra sur la tâche à accomplir. Gérer la soirée, protéger le duc des mondains les plus agressifs, s'assurer que l'arrangement paraissait naturel et sans particularité. Ils étaient là depuis moins d'une heure quand Lady Beatrix Ashcombe apparut. Rose la remarqua de l'autre côté de la pièce, un éclair de soie doré, un sourire trop lumineux et trop contrôlé pour être authentique, et sentit le resserrement familier dans sa poitrine. Pas de la peur, la reconnaissance d'un adversaire qui avait déjà commencé à bouger. Beatrix attendit que Rose soit seule, séparée du duc par une conversation avec Lady Devonshire, et alors elle frappa. Lady Rose. Beatrix se matérialisa à son coude avec l'aisance de quelqu'un qui avait guetté précisément ce moment. Son sourire était radieux, son ton léger et ses yeux absolument calculateurs. Comme c'est merveilleux de vous voir ici. Vous avez l'air tout à fait présentable ce soir. Le mot atterrit exactement où il était destiné, juste sous la surface, impossible à relever sans attirer l'attention. Lady Beatrix, dit Rose, vous êtes charmante comme toujours. Vous êtes trop gentille. Béatrix se pencha, abaissant sa voix, au registre intime qui suggérait la confidence entre amis, bien qu'il n'y ait rien d'amical dans son expression. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point le duc a été attentif ce soir, assez inhabituel par rapport à sa manière habituelle. On pourrait presque penser qu'il a développé un intérêt. Rose garda son sourire figé. Le duc remplit simplement ses obligations sociales, Lady Beatrice, tout comme moi. Bien sûr, bien sûr. Le sourire de Béatrix s'élargit, un peu trop, révélant quelque chose de tranchant en dessous. Bien que j'avoue trouver cela curieux. Le duc n'a jamais auparavant montré la moindre inclination pour la compagnie. On se demande ce qui a changé. Son regard balaya Rose avec une délibération destinée à la diminuer. Ou peut-être est-ce simplement qu'il a trouvé quelqu'un d'assez silencieux pour ne pas le contester. Des hommes comme ça, des hommes blessés, des hommes brisés, ils préfèrent des femmes qui ne poseront pas de questions difficiles. Les mots furent prononcés avec une douceur parfaite, et chacun d'eux était une lame. Rose soutint le regard de Béatrix un long moment, stable. Elle ne tressaillit pas. Elle se tint simplement dans la foule scintillante d'Almac et absorba le coup avec le calme qu'elle avait passé une vie à perfectionner. « Je suis sûre que vous avez raison, Lady Beatrice, » dit-elle enfin, parfaitement sereine. « Les hommes sont de curieuses créatures. Ils se comportent si rarement comme nous l'attendons d'eux. » Quelque chose vacilla dans l'expression de Béatrice, une frustration d'avoir échoué à provoquer une réaction. Mais elle se reprit rapidement, offrit un sourire tout en dents et s'éloigna dans la foule. Rose expira lentement, d'une manière que personne ne l'observant n'aurait remarqué. Elle n'avait pas craqué, mais l'effort de ne pas craquer lui avait coûté plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce ne fut pas Almac, mais un dîner 3 nuits plus tard, chez Lord et Lady Ashworth, que la soirée changea. Le jardin derrière leur hôtel particulier était petit, mais bien entretenu. Des terrasses, des rosiers grimpants commençant juste à fleurir, des lanternes suspendues le long des allées. Rose était sortie pour échapper à une conversation sur les lois sur le blé.
Elle se tenait près du haut des marches, une coupe de champagne à la main, et s'accorda une respiration tranquille. Les lois sur le blé, dit une voix derrière elle, ne sont pas, je pense, aussi fascinantes que Lord Davos le croit. Rose se retourna. Le duc se tenait en haut des marches, son expression portant quelque chose qui aurait pu être de l'amusement. Elles ne le sont pas, convint Rose, bien que je soupçonne Lord Devo de ne pas être d'accord. Lord Devo ne serait pas d'accord avec le lever du soleil s'il en avait l'occasion. Il se déplaça pour se tenir à ses côtés, assez près pour que leurs épaules se touchent presque. « Vous vous êtes échappé. » Il me semblait préférable de ne pas m'endormir debout. Le fantôme d'un sourire traversa son visage. Rose le regarda apparaître et disparaître et sentit quelque chose de chaud et de compliqué s'installer dans sa poitrine. « Marchez avec moi, dit le duc. » Rose posa sa coupe de champagne et prit son bras. Ils descendirent les marches du jardin ensemble lentement, le gravier crissant sous leurs pieds. La main du duc couvrit la sienne là où elle reposait sur son bras. Pas délibérément, pensa Rose au début, mais simplement la conséquence naturelle du chemin étroit et de l'obscurité. Mais ensuite ses doigts se décalèrent, se posant sur les siens avec une chaleur et une pression qui semblaient moins accidentelles et plus intentionnelles que tout ce qui était venu auparavant. Rose ne bougea pas sa main. Elle marcha simplement à ses côtés, sentant la chaleur de sa main sur la sienne, et laissa le moment exister sans le nommer. Ils atteignirent le banc sous la pergola. Le lierre bruissait au-dessus d'eux, et la lumière de la lanterne y était plus tamisée, plus douce, plus privée. Le reste du jardin s'étendait au-dessus d'eux, les autres invités visibles seulement comme des silhouettes lointaines contre les fenêtres dorées de la maison. Rose s'assit. Le duc s'assit à ses côtés, assez près pour que sa chaleur soit d'une présence sur sa peau. Un long moment, aucun d'eux ne parla. Le silence était le silence de deux personnes qui avaient dépassé le besoin de remplir chaque pause de mots. « Je vous dois des excuses, » dit le duc. Rose tourna la tête. Dans la lumière tamisée, son visage était très proche, assez proche pour qu'elle puisse voir les ombres sous ses yeux, les fines lignes à leurs coins qui parlaient d'années passées, à plisser les yeux dans le soleil et la fumée. « Pourquoi, votre grâce? » Pour les termes de cet arrangement. Quelque chose dans sa voix avait changé, dépouillé de son autorité habituelle, remplacé par quelque chose de plus calme. Vous avez été placé dans cette position sans votre véritable consentement. J'ai compris cela dès le début et je n'ai pas... Il s'arrêta, recommença. Je me suis dit que c'était pratique, commode, mais ce n'est pas toute la vérité. Et je trouve que je ne suis plus disposé à continuer de prétendre le contraire. Rose était très immobile. Elle sentit le poids de ses mots. Pas seulement ce qu'il disait, mais ce que cela lui coûtait de le dire. Ce n'était pas un homme qui s'excusait facilement. « Quelle est toute la vérité, votre grâce ?» demanda-t-elle très tranquillement. Il tourna la tête et ses yeux rencontrèrent les siens à la lumière de la lanterne. Sombres, scrutateurs et plus ouverts qu'elle ne les avait jamais vus. « Que j'ai apprécié votre compagnie, dit-il, bien plus que je ne m'y attendais, et que ce plaisir est devenu incommode. » Rose comprit avec une clarté qui ressemblait à un plongeon dans l'eau froide exactement ce qu'il voulait dire. Ce n'était pas une confession d'affection. C'était un homme confessant l'existence d'un sentiment qu'il n'avait pas demandé, ne savait pas comment gérer, et trouvait profondément, fondamentalement dérangeant. Elle aurait pu dévier, offrir une réponse légère et diplomatique qui leur aurait permis à tous deux de se retirer sur un terrain plus sûr. Au lieu de cela, elle choisit l'honnêteté. « Je l'ai apprécié aussi, dit-elle, et soutint son regard, stable et calme, et laissa les mots en suspens. Le silence qui suivit était chargé. Le silence de deux personnes debout au bord de quelque chose de vaste et d'incertain, se regardant par-delà le seuil. Puis, de quelque part, au-dessus d'eux dans le jardin, un éclat de rire éclata, fort, soudain, brisant le silence comme une pierre à travers le verre. Rose tressaillit,
et le moment se rompit. L'expression du duc se contracta immédiatement, le masque glissant en place avec une aisance habituelle, et il se leva, offrant sa main à Rose. Elle la prit, et sa poigne était ferme et professionnelle, et la chaleur du moment se retira comme une marée descendante. « Nous devrions retourner à la fête, dit-il. » Sa voix était stable, mais Rose perçut la plus légère des tremblantes en dessous, si légère qu'elle aurait pu l'imaginer. Ils remontèrent les marches du jardin en silence, et Rose porta le poids de ses mots. Le plaisir est devenu incommode, comme une pierre dans sa poche. La retournant encore et encore, sentant ses bords. Cela se produisit au concert de Lady Errington, un soir doux de fin mai, lorsque les fenêtres avaient été ouvertes pour laisser entrer l'air de la nuit, et que le salon sentait le jasmin et la cire de bougie. La performance avait été quelconque, une soprano au talent modéré, suivie de l'habituel brouhaha. Rose avait géré la soirée avec son efficacité habituelle, et le duc avait été à ses côtés tout du long, son attention stable et calme, sa main trouvant occasionnellement le bas de son dos, d'une manière qui était devenue, sans qu'aucun d'eux ne le nomme, un signal entre eux. C'était vers la fin de la soirée, quand ils se retrouvèrent seuls, pas vraiment seuls. Ils étaient dans un salon rempli de monde, mais seuls de la manière qui importait, séparés de la foule par une porte à moitié ouverte qui menait à un petit balcon surplombant la rue. Rose était sortie prendre l'air, et le duc avait suivi, et maintenant ils se tenaient côte à côte dans l'obscurité chaude, les sons de la musique étouffés derrière eux. Le balcon était étroit. Ils se tenaient proches, plus proches que la bienséance ne le permettait strictement, bien que l'obscurité et la porte à moitié ouverte offraient une intimité. Rose posa ses mains sur la balustrade de pierre et regarda les toits de Londres, gris argenté du clair de lune, et sentit la chaleur familière de la présence du duc à ses côtés, solide, stable, un point de gravité. Rose. Son nom, pas Lady Rose, pas Lady Ellsworth, juste Rose, prononcé d'une voix si basse qu'elle portait à peine au-dessus de l'air de la nuit, et avec une qualité d'attention qui fit que quelque chose dans sa poitrine devint très, très immobile. Elle tourna la tête, il la regardait, non pas avec l'observation tranquille à laquelle elle s'était habituée, quelque chose de complètement autre, quelque chose de brut et non gardé, et légèrement effrayé. L'expression d'un homme qui avait passé des années derrière des murs, et venait de découvrir que l'un d'eux s'était effondré sans sa permission. « Robert », dit-elle, et ne sut qu'au moment où le mot quitta ses lèvres qu'elle avait voulu le dire. L'espace entre eux se contracta. Rose ne sut pas lequel d'entre eux bougea. Peut-être les deux, attirés l'un vers l'autre par une force qui s'était construite pendant des semaines, invisible et inexorable. Sa main se leva, et ses doigts touchèrent son visage, juste les pointes, à peine là, traçant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse si prudente qu'elle lui coupa le souffle. Elle se pencha vers le contact, ne put s'en empêcher, n'avait pas voulu. Son autre main trouva la sienne sur la balustrade et leurs doigts s'entrelacèrent lentement, délibérément, comme si tous deux étaient conscients de la signification et voulaient en ressentir chaque moment. Rose leva les yeux vers lui, et il baissa les yeux vers elle, et la distance entre eux n'était rien. Un souffle, un battement de cœur, la largeur d'un seul choix. Il pencha la tête. Les yeux de Rose se fermèrent. Elle sentit sa chaleur, la proximité, le léger effleurement de son souffle contre ses lèvres. Eh bien, la voix coupa le moment comme une lame à travers la soie. Les yeux de Rose s'ouvrirent en grand. Lady Beatrix Ashcombe se tenait dans l'embrasure de la porte, une main posée contre le cadre, son expression une composition magistrale de surprise, de délice et de triomphe. Elle portait de l'or, une robe qui captait la lumière des lampes et la renvoyait dans l'éclair vif, et son sourire était de la chose la plus dangereuse que Rose ait jamais vue. « Oh, pardonnez-moi, dit Béatrice, son ton dégoulinant de fausse douceur. Je n'avais aucune idée que quelqu'un était ici,
comme c'est terriblement intime. Son regard passa de Rose au duc et revint, cataloguant tout, la proximité, les doigts entrelacés, la rougeur sur les joues de Rose qu'aucune retenue ne pouvait dissimuler. J'espère bien que je n'ai rien interrompu d'important. Le duc relâcha la main de Rose. Le mouvement était contrôlé, mais Rose en ressentit la perte comme un coup physique. Il se redressa et son expression se ferma, le masque se remettant en place. « Lady Ashcombe, dit-il parfaitement calme, je crois que Lady Harrington vous cherchait. » Le sourire de Béatrix s'élargit. Elle soutint le regard du duc un instant de plus que ce n'était confortable, une petite affirmation délibérée, puis se tourna vers Rose. Le regard qu'elle lui jeta était lourd de sens, une promesse livrée sans mots, que ce qu'elle avait vu ne resterait pas privé longtemps. « Ce fut charmant de vous voir, Lady Rose, dit Béatrice, et elle s'évanouit dans le salon. Rose ne regarda pas le duc. Elle fixa la rue en contrebas, les pavés éclairés par les lampes, et sentit la chaleur du presque baiser s'estomper de ses lèvres comme quelque chose qu'elle n'avait fait qu'imaginer. « Je suis désolé, dit le duc après un long moment. Sa voix était calme, contrôlée, mais sous le contrôle, Rose entendit de la frustration, non pas envers Béatrice, mais envers lui-même, face à l'impossibilité de désirer quelque chose et de ne pas pouvoir le prendre sans conséquence. « Il n'y a rien à s'excuser, votre grâce, dit Rose. » Et elle le pensait et ne le pensait pas tout à la fois. Ils retournèrent à la fête. Ils gérèrent le reste de la soirée, et quand le trajet en calèche pour rentrer chez eux se passa en silence, plus lourd et plus compliqué qu'aucun auparavant, Rose n'essaya pas de le briser. Elle s'assit dans l'obscurité, sentant le fantôme de ses doigts sur son visage, et se demanda combien de temps encore l'un ou l'autre d'eux pourrait prétendre que ce n'était qu'un arrangement. Rose ne dormit pas. Elle resta allongée dans son lit à Ellsworth House, regardant les ombres bouger sur le plafond, à mesure que la nuit s'épaississait, puis commença lentement à s'éclaircir et repassa les événements de la soirée encore et encore dans son esprit comme un puzzle qu'elle ne pouvait résoudre. Béatrice les avait vus. Béatrice qui avait observé depuis le début, qui avait évalué Rose comme une menace au moment où elle était apparue aux côtés du duc, et avait depuis cette première rencontre à la réception de la duchesse de Devonshire, tranquillement, systématiquement travaillé à la détruire. Rose savait comment cela allait se dérouler. Elle comprenait la machinerie du ton avec la précision de quelqu'un qui avait été broyé entre ses rouages plus d'une fois. Béatrice parlerait, pas immédiatement, mais au bon moment, aux bonnes personnes. L'effet serait dévastateur, non pas à cause de ce qui s'était passé sur le balcon. Rien, à proprement parler, ne s'était passé, mais à cause de ce que cela suggérait. Une femme célibataire seule avec un homme célibataire dans l'obscurité sans chaperon. Le ton n'exigeait pas de preuves. Il n'exigeait que la possibilité. Rose se tourna sur le côté et fixa les rideaux pâles et sentit le poids de cela s'installer sur sa poitrine comme une pierre. Elle pouvait se retirer de l'arrangement, reculer, disparaître dans l'anonymat tranquille qu'elle avait occupé pendant la majeure partie de sa vie et laisser les murmures s'éteindre d'eux-mêmes. Ce serait le choix sûr, le choix sensé, le choix qui protégeait sa réputation et le nom de sa famille, et ne lui coûtait rien d'autre que la chose qu'elle avait tout juste commencé à vouloir. Où elle pouvait rester. Elle pouvait affronter Béatrice et le ton, et tout ce qui viendrait ensuite et aller jusqu'au bout. Rose resta allongée dans la lumière grise de l'aube et considéra les deux options et découvrit à sa propre surprise que le choix n'était pas difficile du tout. Elle n'allait pas disparaître. Pas encore. Pas pour personne. Le matin vint, pâle et calme, et Rose se leva de son lit, s'habilla avec soin, et descendit prendre le petit déjeuner. Sa mère était déjà à table, lisant le courrier du matin. Eleanor n'était pas encore réveillée. La maison était immobile et paisible, et Rose mangea son toast et but de son thé et ne dit rien, et sentit sous le calme qu'elle portait comme une peau, quelque chose qui n'avait pas été là auparavant,
Pas du courage, exactement. Quelque chose de plus silencieux que cela. Une décision prise dans les petites heures de la nuit qu'elle ne serait pas déplacée de cette position par la peur, que quoi que Béatrice fasse, quoi que le ton dise, quoi que se passe ensuite, Rose Ellsworth ne reculerait pas. Boire. Elle avait passé trop d'années à être utile. Il était enfin temps d'être vue. Rose ne vit pas le duc pendant 4 jours après le concert de Lady Harrington. Elle ne le chercha pas. Elle n'écrivit pas à Whitmore pour demander le prochain événement. Elle attendit simplement dans le calme de son salon à Ellsworth House et essaya de trier les débris de ce qui s'était passé sur ce balcon avec la même attention calme et méthodique qu'elle apportait à tout le reste. Cela ne fonctionna pas. Le fantôme de ses doigts sur sa mâchoire refusa de rester là où elle l'avait mis. Le souvenir de son souffle contre ses lèvres, la façon dont le monde s'était réduit à un seul point de chaleur avant que Béatrice ne le brise. Ces choses suivirent Rose tout au long de ses journées comme des ombres impossibles à chasser. Elle essaya d'être rationnelle. L'arrangement était précisément cela, un arrangement, une commodité saisonnière. Un rôle qui se terminerait à la fin de la saison, la laissant exactement là où elle avait commencé. Sauf que ce n'était plus vrai et elle le savait. Quelque chose avait bougé en elle, non pas graduellement, mais tout d'un coup, comme un déclic. Le duc l'avait vue, pas la fille utile, pas l'hôtesse tranquille. Il avait vu Rose, et Rose l'avait vu, l'homme sous l'armure, la chaleur sous la discipline, la faim qu'il avait passé des années à essayer de faire taire. Et maintenant Béatrice savait. Rose s'assit dans son salon le 4e matin, un livre ouvert sur ses genoux dont elle n'avait pas tourné une page depuis 1 heure, et fixa la fenêtre et pensa « Cela va mal finir. J'ai toujours su comment ces choses se terminent, et pourtant j'y suis allé quand même, et je ne peux pas me résoudre à le regretter, et c'est peut-être la chose la plus dangereuse de toutes. » La lettre de Whitmore arriva cet après-midi-là. Brève, professionnelle, le duc assisterait à une réception chez Lady Hartley le samedi soir. La présence de Rose était requise. Elle répondit en une seule ligne « Je serai là ». Le jeudi, les dégâts viennent commencer. Rose l'apprit non pas d'une seule source de Tumis, mais de l'accumulation de petits signes révélateurs. La façon dont les conversations se mettaient en pause quand elle entrait dans une pièce, la façon dont les yeux la suivaient avec une nouvelle intensité curieuse, la façon dont le sourire de Lady Peaton, quand Rose la rencontra chez une modiste sur Bond Street, portait quelque chose d'inconfortable sous sa chaleur. « Ma chère », dit Lady Peaton, ajustant un ruban sur un chapeau qu'elle n'avait aucune intention d'acheter. « J'espère que vous faites attention. Des gens parlent, vous savez, de vous et du duc, de ce qui a été vu chez Lady Harrington. » Rose garda son expression parfaitement neutre. « Les gens parlent toujours, Lady Peaton. C'est ce qu'ils font le mieux. » Bien sûr, bien sûr. Lady Peaton baissa la voix, et quelque chose dans son ton passa de l'amabilité sociale à quelque chose qui ressemblait presque à une véritable inquiétude. Mais c'est différent. La source est plutôt bien placée. Vous comprenez? Lady Ashcombe a été très active, disons, et elle a des amis. Le nom tomba comme une pierre jetée dans l'eau calme. Rose remercia Lady Peaton pour son inquiétude et quitta la boutique avec la même grâce mesurée qu'elle maintenait toujours en public. Ce ne fut que dans l'intimité de la calèche, seule, les rideaux tirés, qu'elle laissa ses mains trembler. Béatrix avait agi rapidement, plus rapidement que Rose ne l'avait anticipé, bien qu'avec le recul, elle n'aurait pas dû être surprise. Béatrix n'était pas une femme qui attendait quand l'action la servirait mieux. Elle avait vu ce qu'elle avait besoin de voir sur ce balcon et elle avait immédiatement commencé à l'utiliser. Les murmures se répandirent dans le ton comme les rumeurs le faisaient toujours, non pas comme des accusations exactement, mais comme des questions douces, innocentes posées dans les salons et autour du thé de l'après-midi qui portaient leurs propres implications accablantes. Lady Rose avait-elle été vue seule avec le duc la nuit? Sans chaperon, comme c'est inhabituel. Comme c'est intéressant.
Les questions n'avaient pas besoin de réponse. Elles n'avaient besoin que d'être posées, et elles étaient posées partout par des gens qui n'avaient aucune raison de défendre Rose, et toutes les raisons d'apprécier de la voir tomber. Rose passa le reste du jeudi et tout le vendredi dans son salon, lisant et écrivant des lettres, et ne faisant rien qui puisse être observé ou commenté. Elle ne dit pas à sa mère ce qui se passait. Elle ne le dit pas à Eleanor. Elle ne le dit à personne. Elle n'était pas encore prête à être secourue, pas passe par quelqu'un d'autre qu'elle-même. Le samedi matin apporta la pluie, une averse durée et grise, qui zébrait les fenêtres d'Ellsworth House et transformait les rues de Kensington en rivière de boue. Rose était au petit déjeuner lorsque sa mère apparut dans l'embrasure de la porte, toujours en robe de chambre, ce qui était assez inhabituel pour signaler quelque chose de grave. La vicomtesse s'assit en face de Rose sans préambule et regarda sa plus jeune fille avec une expression que Rose n'avait vue que rarement. Pas de la colère, pas de la déception, mais quelque chose de plus froid, du calcul. « J'ai eu une visite de la mère de Lady Ishcombe », dit la vicomtesse. Rose posa sa tasse de thé. « Je vois. » Elle était préoccupée par certaines rumeurs circulant concernant votre conduite au concert de Lady Harrington. La voix de la vicomtesse était parfaitement calme, mais quelque chose bougeait en dessous, un courant de fureur contrôlé que Rose reconnut comme de la peur, habillé dans le langage de la bienséance. Elle a suggéré dans les termes les plus forts possibles que nous pourrions souhaiter reconsidérer l'arrangement avec le duc. Et que lui avez-vous dit? Je ne lui ai rien dit parce que je n'avais rien à lui dire. Le regard de la vicomtesse s'aiguisa. C'est pourquoi je vous demande, Rose, que s'est-il passé chez Lady Harrington? La question planait entre elles, directe, inévitable. La première fois que sa mère avait jamais demandé quoi que ce soit à Rose avec une urgence sincère. Rose regarda la femme en face d'elle, le calme calculé, la peur en dessous, l'amour qui avait toujours été là, mais n'avait jamais vraiment appris à s'exprimer sans l'armure de la stratégie sociale, et ressentit pour la première fois quelque chose d'autre que du ressentiment. « Rien ne s'est passé, mère, » dit Rose doucement, avec assurance. « Lady Ashcombe a vu quelque chose qu'elle a choisi d'interpréter comme elle le souhaitait. C'est tout. » La vicomtesse l'étudia un long moment, puis elle hocha la tête brusquement et se leva. « Soyez prudente, Rose, dit-elle, et quitta la pièce sans un autre mot. Ce fut, réfléchit Rose, la chose la plus proche que sa mère ait jamais dite de « J'ai peur pour vous ». La nouvelle parvint à Robert Montfort le vendredi soir, livrée par Whitmore, qui apparut dans la bibliothèque avec une expression d'alarme à peine dissimulée. « Votre grâce, Lady Ashcombe a distribué certaines informations parmi le ton concernant Lady Rose, concernant ce qui a été vu au concert de Lady Harrington. » Robert écouta en silence pendant que Whitmore décrivait les murmures, les questions, la campagne systématique que Béatrice avait menée au cours des 48 dernières heures. Quand Whitmore eut terminé, le silence dans la bibliothèque était absolu. Quelque chose changeait dans les yeux de Robert. Quelque chose de froid et de précis. « Qui d'autre sait? »« Les canaux habituels, votre grâce. Lady Pitton, Lady Hartley, plusieurs des patronesses d'Almack et Lady Rose. Je ne l'ai pas contacté. J'ai pensé qu'il valait mieux vous informer en premier. » Robert hocha la tête. Il fixa le feu un long moment, assez longtemps pour que Whitmore comprenne que la question était pesée avec la même gravité que son employeur apportait autrefois aux décisions militaires. « N'annulez rien, dit Robert enfin. Sa voix était très calme, très posée. La soirée de samedi se déroule comme prévu. Lady Rose sera là. Votre grâce, étant donné les circonstances, la soirée de samedi se déroule comme prévu. » Il se tourna et son regard rencontra celui de Whitmore avec une intensité qui ne tolérait aucune discussion. « Et assurez-vous que chaque patronesse d'Almack reçoive une invitation à la réception de Lady Hartley. » Chacune. Whitmore s'inclina et partit. Robert resta seul dans la lumière du feu et sentit quelque chose qui n'était pas de la discipline ou du devoir, mais de la fureur, propre, vive et absolue,
non pas envers Béatrix, mais envers lui-même. Pour les années qu'il avait passées à croire que vouloir quelque chose était une faiblesse qu'il ne pouvait se permettre, pour la lâcheté de cela, et pour le fait que Rose en payait le prix. Il s'assit à son bureau et écrivit un plan précis, militaire dans sa clarté, parce que demain soir, il allait y mettre fin à tout cela. La prétention, la distance, la gestion minutieuse de tout ce qu'il ressentait. Demain soir, il allait choisir. La pluie avait cessé le samedi soir, laissant Londres lavé et doré. Rose s'habilla avec un soin particulier, une robe de soie d'un ivoire profond, de coupe simple, mais de tissu exquis, avec un seul rang de perles à son cou. Elle se regarda dans le miroir exactement comme elle l'entendait, composée, digne et absolument sans peur. Le calme n'était pas entièrement authentique, mais il était assez proche pour que personne ne voie la différence, et c'était précisément le but. Le duc était déjà dans la calèche quand elle vint la chercher. Le silence entre eux alors qu'ils traversaient les rues éclairées par les lampes était lourd, rempli de choses qu'aucun d'eux n'avait encore dites. Rose n'essaya pas de le rompre. « Vous savez, dit-elle enfin. « Je sais, dit le duc. Un autre silence. Puis Rose tourna la tête et le trouva la regardant, non pas avec une observation tranquille, mais avec quelque chose d'ouvert et de brut et légèrement désespéré. « Quoi qu'il arrive ce soir, dit Rose très tranquillement, je veux que vous sachiez que je ne regrette rien de tout cela. L'arrangement, les promenades, les soirées. » Elle marqua une pause. Rien de tout cela. Quelque chose bougea dans son expression, une fissure dans le calme. Là est parti. Il hocha la tête une fois et ne détourna pas le regard. Ils ne parlèrent plus jusqu'à leur arrivée. La réception de Lady Hartley était assez grande pour compter, assez intime pour être dangereuse. Les pièces étaient bondées, le champagne coulait à flot, et Rose sentit le changement d'atmosphère. Au moment où ils entrèrent, non pas la recalibration habituelle qui accompagnait l'arrivée du duc, mais quelque chose de plus vif. Les têtes se tournèrent, les murmures se répandirent. Rose garda son expression agréable et marcha aux côtés du duc, comme si les regards sur eux ne signifiaient rien du tout. Ils étaient là depuis moins de 30 minutes, quand Lady Beatrix Ashcombe fit son entrée. Elle arriva tard, assez tard pour assurer une attention maximale, vêtue de blanc, la couleur de l'innocence, son sourire radieux et entièrement calculé. Rose la regarda se déplacer dans la foule et sentit non pas de la peur, mais une sorte de reconnaissance fatiguée. C'était ainsi que cela se terminait, la belle femme au sourire acéré, trouvant la fissure dans l'armure de Rose. « Sauf ce soir », pensa Rose avec une assurance qui la surprit. « Je ne vais pas le permettre. » Béatrix trouva son opportunité près du bord de la salle de bal, où un groupe de dames, dont 2 patronesses d'Almack, s'étaient rassemblées. Rose était engagée dans une conversation avec Lady Devonshire quand Béatrix se matérialisa au bord du groupe. Lady Rose. La voix de Béatrix portait, non pas fort, mais assez clairement pour que les conversations proches se taisent. Comme c'est courageux de votre part d'être ici ce soir, après tout ce qui a été dit, je pense que cela montre un courage remarquable. Le mot fut prononcé avec une douceur qui le transforma en son contraire. Le silence qui suivit fut le silence particulièrement dangereux d'une pièce retenant son souffle. Rose se tourna pour faire face à Béatrix. Elle ne sourit pas, elle ne tressaillit pas. Elle regarda simplement la jeune femme avec le même regard stable qu'elle avait porté tout au long de leur connaissance. « Lady Beatrix, dit Rose parfaitement calme, comme il est gentil de votre part de vous soucier de mon bien-être. » Le sourire de Béatrix vacilla un instant seulement. « Bien sûr, je suis inquiète. Nous sommes amis, n'est-ce pas? » Elle se tourna vers le groupe, élargissant son sourire. « J'espère que vous serez toutes compréhensives. Lady Rose a eu une saison si difficile. Les rumeurs ont été si méchantes. On ne peut s'empêcher de se demander ce que le duc de Calderin pense de toute cette attention que son hôtesse a reçue. L'implication était limpide. Chaque personne dans la pièce l'entendit. Rose ouvrit la bouche pour répondre.
Elle n'eut pas besoin de le faire. Lady Ashcombe, la voix vint de derrière Rose, basse, contrôlée, portant l'autorité d'un homme qui avait passé des années à commander des salles bien plus grandes et bien plus dangereuses que celle-ci. Toutes les têtes se tournèrent. Le duc de Calderin se tenait à l'épaule de Rose. Il était apparu silencieusement, avec la précision délibérée de quelqu'un qui avait attendu exactement ce moment. Son expression était parfaitement composée, sa posture parfaitement droite, et ses yeux, fixés sur Béatrice, étaient assez froids pour geler le champagne dans son verre. Le sourire de Béatrix ne vacilla pas, mais quelque chose changea derrière ses yeux. Un éclair d'alarme rapidement supprimé. Elle ne s'attendait pas à cela. « Votre grâce, dit Béatrice, se reprenant. Comme c'est charmant. J'exprimais simplement mon inquiétude pour Lady Rose. Vraiment? Ce n'était pas une question. La voix du duc était calme, dangereusement calme. Il ne regarda personne d'autre. Son attention était entièrement fixée sur Béatrix. Lady Ashcombe, dit-il, et sa voix portait, non pas élevée, mais lancée avec une clarté qui fit taire la pièce. Vous avez passé la meilleure partie de cette saison à tenter de détruire la réputation d'une femme qui ne vous a rien fait si ce n'est exister en ma compagnie. Vous l'avez fait avec habileté. Je vous l'accorderai, et avec une absence totale d'honneur. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau immobile. Le sourire de Béatrix faiblit enfin, irrévocablement. Commença-t-elle, je n'ai pas terminé. Le ton du duc ne changea pas. Il resta calme, contrôlé, presque conversationnel, mais le silence autour d'eux s'intensifia. Lady Rose Ellsworth n'est pas mon hôtesse. Elle n'est pas ma compagne. Elle n'est pas une commodité ou un arrangement ou une pièce sur un échiquier à déplacer par quiconque, et encore moins par vous. Il marqua une pause, et quand il parla à nouveau, sa voix était si stable, si délibérément claire que chaque personne dans la pièce l'entendit sans effort. C'est la femme que j'ai l'intention d'épouser, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous ou quiconque tentera de lui faire croire le contraire. Le silence qui suivit fut absolu. Rose sentit les mots atterrir comme une force physique, une vague si puissante que pendant un seul instant, à couper le souffle, elle ne put bouger, ne put penser, ne put rien faire d'autre que de rester parfaitement immobile et de sentir le monde se réorganiser autour d'elle. Le duc ne la regarda pas. Pas encore. Son regard resta fixé sur Béatrice, et il y avait en lui quelque chose qui n'était pas de la colère, mais quelque chose de plus dur. L'expression d'un homme qui avait tracé une ligne et osait le monde à la franchir. Béatrix le fixa à son tour un long et terrible moment. Puis, très lentement, elle releva le menton. Son sourire avait disparu. À sa place, il y avait une expression que Rose n'avait jamais vue sur elle auparavant. Pas de triomphe, pas de calcul, mais quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait presque à la défaite. « Eh bien, dit Béatrix après un silence qui sembla durer une éternité, comme c'est inattendu. » Elle se retourna et s'éloigna dans la foule, et le cercle de spectateurs s'écarta pour elle sans un mot, et Lady Béatrix Ashcombe disparut dans la lumière dorée comme quelque chose se dissolvant dans l'eau. Et Rose se tint aux côtés du duc dans le silence soudain et retentissant, et sentit pour la première fois de sa vie que le sol sous ses pieds était solide. Ils ne restèrent pas à la réception. Rose n'était pas entièrement sûre de la façon dont le départ s'était produit. Seulement qu'un instant, elle était dans la salle de bal, entourée d'un silence stupéfait, et l'instant d'après, elle était dans la calèche du duc, la porte fermée, les sons de la fête s'estompant. Le duc était assis en face d'elle. Dans la lumière de la lampe, son visage était très immobile. L'immobilité de quelqu'un qui venait de faire quelque chose d'irrévocable, et ne commençait que maintenant à comprendre tout le poids de cela. Aucun d'eux ne parla pendant plusieurs minutes. La calèche avançait dans les rues, et Londres défilait hors des fenêtres dans sa brume habituelle de lampes à gaz et d'ombre, et Rose s'assit les mains sur ses genoux et essaya de trouver des mots pour ce qu'elle ressentait, le choc de cela,
la chaleur de cela, la façon dont le monde avait tellement changé qu'elle ne parvenait pas encore à trouver ses marques dans le nouveau paysage. « Vous n'aviez pas à faire cela, » dit-elle enfin. Le duc la regarda. Quelque chose bougea dans son expression, non pas de la surprise, mais quelque chose de proche. Un éclair de reconnaissance peut-être, qu'elle était la première personne à dire cela, à reconnaître non pas la grandeur du geste, mais le choix derrière, le coût de cela. Non, dit-il, je n'avais pas à le faire. Le ton parlera de ce que vous avez dit, de ce que cela signifie. Je suis consciente que votre réputation, Rose. Il prononça son nom comme il l'avait fait sur le balcon, doucement, avec un soin qui le faisait ressembler à quelque chose de précieux tenu à mains ouvertes. J'ai passé 15 ans à protéger ma réputation. Cela m'a gardé en sécurité, et cela m'a gardé seul, et je trouve que je ne souhaite plus être l'un ou l'autre. Les mots planèrent entre eux dans l'obscurité chaude de la calèche, et Rose sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, non pas douloureusement, mais avec le soulagement particulier de quelque chose qui avait été trop étroitement retenu trop longtemps étant finalement libéré. « Où allons-nous » demanda-t-elle après un moment. « Thornfield Park » dit le duc. « Dans le Sussex, c'est ma propriété de campagne. »« Je pense. » Il marqua une pause et pour la première fois, Rose entendit quelque chose dans sa voix qui ressemblait à de l'incertitude, le territoire inconnu d'un homme qui avait passé des décennies certain de tout et qui était maintenant soudainement incertain. « Je pense que nous avons beaucoup à discuter, loin de Londres, loin du ton, loin de quiconque pourrait nous regarder. » Rose le regarda, le calme calculé, l'incertitude en dessous, l'homme qui s'était tenu devant une pièce pleine des personnes les plus puissantes d'Angleterre, et l'avait choisi publiquement et irrévocablement, sans condition ni qualification. « Oui, dit-elle, je pense que oui. » Le voyage vers le Sussex dura la majeure partie de la nuit. Rose avait envoyé un message à Ellsworth House, une brève note à sa mère, expliquant seulement qu'elle avait été invitée à séjourner à Thornfield Park et reviendrait dans la semaine. La bienséance était un outil qu'elle apprenait, utile quand cela la servait, digne d'être mise de côté quand ce n'était pas le cas. Ils arrivèrent aux heures grises avant l'aube, la campagne encore enveloppée dans le calme du petit matin. La propriété se révéla progressivement à mesure que la calèche montait l'allée, des portes en fer forgé et en chêne ancien, une allée de tilleuls et enfin la maison elle-même. Ce n'était pas ce que Rose avait attendu. Elle avait anticipé quelque chose de sévère, une autre maison Calderon, toute de pierres sombres et de précision militaire. Au lieu de cela, Thornfield Park était chaleureux. La maison était construite en pierre couleur miel, avec de hautes fenêtres qui captaient la lumière pâle et la retenaient, et du lierre grimpant qui adoucissait les bords des plus anciens murs. Elle avait l'air, pensa Rose, d'un endroit où quelqu'un pourrait réellement vivre, pourrait s'asseoir dans le jardin un après-midi d'été, ou lire près d'un feu un soir d'hiver, ou simplement exister sans la performance constante que Londres exigeait. Le duc observa son visage à mesure qu'ils approchaient, et quelque chose dans son expression changea. Une vulnérabilité tranquille, là et disparue comme si la maison elle-même était une confession qu'il n'avait pas tout à fait voulu faire. « C'était à ma mère, dit-il quand elle ne parla pas. Avant la guerre, je n'ai pas été ici depuis un certain temps. » Rose comprit ce qu'il voulait dire et ce que cela lui coûtait de l'amener ici. À cet endroit qui n'appartenait pas au duc de Calderon, le duc de guerre, l'homme que Londres craignait et respectait à distance, mais à Robert Montford, l'homme qu'il avait été avant que la guerre ne lui enlève tout et ne laisse que la discipline à sa place. « C'est magnifique, dit-elle, et elle le pensait. » Ils furent conduits dans des chambres séparées, Rose dans une chambre d'amis au 2e étage, meublée simplement mais confortablement, avec une vue sur les jardins et un feu déjà allumé dans la cheminée. Elle se lava, enfila une robe plus simple qui avait été emballée pour elle par le personnel efficace de Calderon House
et s'assit près de la fenêtre, regardant la lumière de l'aube se déplacer sur les jardins en contrebas. La maison était calme, non pas le calme oppressant de Calderon House à Londres, mais un calme vivant, le genre qui venait de l'espace et de l'air, et de l'absence de bruit plutôt que de sa suppression forcée. Des oiseaux chantaient devant la fenêtre. Quelque part en bas, elle entendait le faible son de l'eau, un ruisseau peut-être coulant à travers les jardins. Rose s'assit et écouta et sentit la tension qu'elle portait depuis des semaines commencer très lentement à s'apaiser. Ils dînèrent seuls ce soir-là, un repas simple, dans une petite salle à manger donnant sur les jardins. La formalité de leurs interactions londoniennes disparut presque immédiatement. Rose portait une robe grise unie, les cheveux dénoués, et le duc ne portait pas de cravate. Son col ouvert, ses manches retroussées d'une manière qu'elle ne lui avait jamais vue. Détendu presque, bien que pas entièrement. L'habitude de la vigilance était trop ancrée pour cela. Ils parlèrent pendant le dîner et jusqu'au soir, se déplaçant ensuite vers la bibliothèque, où un feu brûlait, et les étagères étaient garnies de poésie et de romans, des livres qui appartenaient à une version différente de l'homme qui était assis en face de Rose. C'est ici que Robert Montfort lui dit enfin la vérité. Pas toute, mais assez. Assez pour que Rose comprenne la forme de ce que la guerre lui avait fait, et les années suivantes, et le long processus par lequel un homme capable de tendresse s'était appris à croire que c'était quelque chose qu'il ne pouvait se permettre. J'avais 20 ans quand j'ai vu des hommes mourir pour la première fois, dit-il, regardant le feu. Pas elle, sa voix portant la platitude de quelqu'un qui raconte des faits qu'il avait depuis longtemps cessé de ressentir. À Salamanque, j'ai regardé un garçon plus jeune que moi prendre un boulet de canon dans la poitrine et mourir en un battement de cœur. Et j'ai pensé, si je ressens cela, je ne le survivrai pas. Alors j'ai arrêté de le ressentir. Le feu crépita. Cela a fonctionné pendant des années. Cela a fonctionné. La discipline m'a gardé en vie. Elle a gardé mes hommes en vie. Elle a bâti une réputation qui me protégeait. Il tourna la tête et ses yeux rencontrèrent les siens, plus ouverts qu'elle ne les avait jamais vus. Mais cela m'a aussi coupé de tout le reste, de la chaleur, de tout désir au-delà du prochain devoir. Et maintenant, demanda Rose très tranquillement. Robert la regarda un long moment. La lumière du feu adoucit les plans vifs de son visage, et Rose vit, sans aucune barrière entre eux, l'homme qu'il était, non pas le duc de guerre, simplement Robert, fatigué et blessé, et essayant avec tout le courage qui lui restait d'atteindre par-delà la distance qu'il avait passé des années à créer. Maintenant, dit-il, je trouve que je ne souhaite plus la mettre de côté. Les mots s'installèrent entre eux comme quelque chose que l'on dépose après un long voyage, soigneusement, avec la pleine conscience de ce qu'ils signifiaient. Rose regarda les flammes et sentit le poids de ce qu'ils lui avaient donné. Pas seulement ces mots, mais la vulnérabilité derrière eux, la confiance. « Merci, dit-elle enfin, de me l'avoir dit. » Il hocha la tête et ils s'assirent ensemble à la lumière du feu, et le silence entre eux était la chose la plus chaude que Rose ait jamais ressentie. Le matin après leur conversation dans la bibliothèque, Rose se réveilla pour trouver les jardins baignés de soleil. Un matin rare et brillant qui transformait les lieux en or. Elle s'habilla simplement et descendit trouver le petit déjeuner déjà servi, les fenêtres ouvertes à l'air printanier. Le duc était déjà là, une tasse de café à la main. Il leva les yeux quand elle entra, et quelque chose dans son expression changea. Un adoucissement à peine perceptible que Rose aurait manqué si elle n'avait pas passé des semaines à apprendre à lire les choses qu'il ne disait pas. Ils mangèrent dans un silence confortable. Le calme facile et sans hâte de deux personnes qui avaient dépassé le besoin de jouer un rôle l'un pour l'autre. C'est après le petit déjeuner, marchant ensemble dans les jardins, que la conversation tourna vers ce qui allait suivre. Ils se déplaçaient le long d'un chemin de pierre qui serpentait devant une petite fontaine, l'eau attrapant la lumière. L'air était chaud, portant l'odeur verte du printemps, et Rose marchait aux côtés du duc, son bras passé dans le sien, et sentit sa solide chaleur et pensa « Ceci,
c'est ce que je veux. Pas l'arrangement, pas la saison, pas la performance. Ceci. Je pensais ce que j'ai dit le duc. Ils avaient atteint un banc au bord du jardin, un siège en pierre sous une vieille glycine, dont les fleurs violettes commençaient tout juste à s'ouvrir, et il s'était arrêté de marcher, se tournant pour lui faire face, avec une expression d'une intention si prudente et délibérée que Rose sentait son souffle se couper. Chez Lady Hartley, ce que j'ai dit à propos du mariage, je ne l'ai pas dit comme une stratégie ou pour faire taire Lady Ashcombe ou pour protéger votre réputation. Il marqua une pause et quelque chose vacilla dans ses yeux. Vulnérabilité brute et non gardée. Je l'ai dit parce que c'est vrai, parce que je veux que ce soit vrai, parce que j'ai passé les dernières semaines à découvrir que je suis capable de désirer quelque chose que je ne peux contrôler et que ce désir ne me fait pas aussi peur que je le pensais. Rose le regarda, cet homme qui s'était tenu devant une pièce remplie des personnes les plus puissantes de Londres, et l'avait choisi sans hésitation, et qui maintenant, dans le calme de son propre jardin, lui demandait de le choisir en retour. « Robert, dit-elle, et le nom semblait être quelque chose qu'elle avait toujours su dire. « Je ne suis pas un homme pour qui l'émotion est facile, dit-il. Je ne dirai pas toujours la bonne chose ou ne trouverai pas les mots quand ils comptent le plus. J'ai passé trop d'années derrière des murs pour cela. Mais je peux vous dire ceci. » Il lui prit la main, les deux mains, les tenant dans les siennes, avec une fermeté qui était aussi une question. « Je passerai le reste de ma vie à essayer de vous faire ressentir ce que vous m'avez fait ressentir. La nuit où je vous ai regardé traverser la salle de bal de Lady Peaton et où j'ai vu pour la première fois depuis des années quelqu'un qui n'avait pas peur d'être exactement qui elle était. » Rose eut le souffle coupé. Elle baissa les yeux sur leurs mains jointes, les siennes grandes et chaudes, les siennes stables entre elles, et sentit quelque chose se déplacer en elle qui n'était pas de la surprise ou du choc ou de la joie exactement. Quelque chose de plus calme. La fin d'un très long voyage et le début de quelque chose qu'elle n'avait pas osé imaginer. « Oui, dit-elle, le mot était simple. Il n'avait pas besoin d'embellissement ou du langage diplomatique soigné qu'elle avait passé une vie à perfectionner. C'était simplement une réponse donnée librement par une femme qui avait passé trop d'années à être utile et qui choisissait enfin d'être désirée. Les mains de Robert se serrèrent autour des siennes. Puis il leva une main lentement, avec le même soin délibéré qu'il apportait à tout et toucha son visage. Ses doigts tracèrent la ligne de sa mâchoire, comme il l'avait fait sur le balcon chez Lady Harrington, et cette fois il n'y eut personne pour les interrompre. Rose leva les yeux vers lui. Il baissa les yeux vers elle et le dernier centimètre prudent entre eux se referma. Ses lèvres rencontrèrent les siennes. Ce n'était pas le baiser désespéré et à bout de souffle du presque sur le balcon. C'était quelque chose de différent, plus calme, plus lent, plus délibéré. Un baiser qui disait « J'y ai pensé, j'ai voulu cela et je n'ai plus peur. » Rose sentit sa main se courber autour de l'arrière de son cou, douce et chaude, et elle se pencha vers lui, et le baiser s'approfondit, non pas avec urgence, mais avec la tendresse de deux personnes qui avaient attendu très longtemps, et trouvé dans l'attente quelque chose qui valait la patience. Quand ils se séparèrent, les fleurs de glycine tremblaient dans une brise, et le jardin était très calme, et Rose souriait, un vrai sourire, sans défense et sans artifice, le genre qu'elle n'avait pas porté depuis des années. « Je devrais vous avertir, dit Robert, et quelque chose dans sa voix avait changé, plus chaleureux, plus léger, comme si un poids avait été soulevé. J'ai l'intention d'être très persistant à ce sujet. » Rose rit, lumineuse et authentique, remplissant le jardin comme un chant d'oiseaux. « Je n'en voudrais pas autrement, dit-elle. » Ils passèrent 3 jours à Thornfield Park. Ce n'était pas entièrement convenable. Rose le savait, et cette connaissance demeurait au fond de son esprit comme une pierre qu'elle choisissait de ne pas examiner de trop près. Mais la bienséance n'était un outil utile que lorsqu'elle la servait, et dans ce cas, ce n'était pas le cas. Les jours étaient calmes, chauds et sans hâte. Ils marchèrent le matin,
parlaient l'après-midi et passaient les soirées dans la bibliothèque près du feu. Robert lui parla de son travail avec les vétérans, le projet qu'il finançait discrètement depuis des années, offrant des foyers et un emploi aux hommes qui étaient revenus de la guerre brisés et oubliés. Rose lui parla de son écriture, des lettres qu'elle avait passé des années à composer pour d'autres personnes, les mots qu'elle ne s'était jamais permis de coucher sur papier pour elle-même. La troisième nuit, quand la maison fut calme et que le feu s'était consumé, Rose regarda Robert à travers l'espace entre leurs chaises et vit dans ses yeux la question qu'il n'avait pas encore posée à voix haute. Elle se leva de sa chaise, traversa la pièce, et quand elle l'atteignit, elle ne s'assit pas à ses côtés. Elle se tint devant lui et lui tendit la main et ne dit rien du tout. Il lui prit la main. Rose sentit ses doigts se serrer autour des siens et quelque chose bouger dans le silence entre eux. Un approfondissement, une reconnaissance, une compréhension mutuelle qu'ils étaient sur le point de franchir une frontière d'où il n'y aurait pas de retour. Il se leva, la serra contre lui, et quand il porta sa main à ses lèvres, embrassant ses jointures lentement une par une, Rose sentit la tendresse de cela comme une chaleur l'envahir, et sut avec une certitude qui ne nécessitait aucun mot, que ce n'était pas simplement du désir. C'était de la confiance, l'aboutissement de tout ce qui s'était construit entre eux depuis la première nuit où elle était entrée dans Calderon House et avait soutenu son regard sans tressaillir. Quand il la souleva dans ses bras et la porta hors de la bibliothèque, Rose posa sa tête contre son épaule et écouta le calme de Thornfield Park, le grincement des vieilles planches, le son lointain du ruisseau, la chaleur de lui sous ses mains, et se sentit pour la première fois de sa vie entièrement vue. Le matin vint doux et gris, la brume s'enroulant à travers les jardins. Rose se réveilla lentement, paisiblement, avec la chaleur du soleil sur son visage et la chaleur d'un autre corps à ses côtés. Elle tourna la tête sur l'oreiller et trouva Robert la regardant, ses yeux sombres doux dans la lumière matinale, son expression portant quelque chose qu'elle n'avait jamais vu sur son visage auparavant. La paix. « Bonjour », dit-il très tranquillement. Rose sourit, ce même sourire sans défense qu'elle avait porté dans le jardin, et tendit la main. « Bonjour », dit-elle. « Ouah !»« Bonjour », dit-elle, et le matin se déroula autour d'eux, doré et sans hâte, comme si le monde lui-même avait décidé de ralentir. Vous venez d'assister à quelque chose de rare. Une femme qui a passé toute sa vie à se faire dire qu'elle y était utile, découvrant enfin qu'elle était irremplaçable. Et un homme qui avait passé des années à croire que l'amour était quelque chose qu'il avait perdu, le trouvant au dernier endroit où il s'attendait, dans le regard calme et stable de quelqu'un qui refusait de détourner les yeux. Si cette histoire est restée avec vous, si le voyage de Rose a ému quelque chose en vous, alors veuillez vous abonner à cette chaîne. C'est la façon la plus simple de dire « Je suis là. Je veux plus d'histoires comme celle-ci. Et maintenant, je veux vous entendre. » Dans les commentaires ci-dessous, dites-moi ce que cela signifie pour vous d'être vraiment vu par quelqu'un, non pas admiré, non pas nécessaire, vu comme Rose a été vue. Partagez votre histoire, aussi petite, aussi calme soit-elle, car les histoires les plus calmes sont souvent celles qui comptent le plus. Merci d'être ici. Merci d'écouter et merci de croire comme moi que l'amour vaut toujours l'attendre. Maintenant, voyons comment l'histoire se termine. Ils rentrèrent à Londres un mardi matin. La nouvelle de ce que Robert avait dit chez Lady Hartley avait consumé le temps dans leur absence, et au moment où ils descendirent de la calèche à Calderon House, la machinerie de la société londonienne avait déjà commencé à traiter l'information, la triant, la catégorisant, décidant ce qu'elle signifiait. Le premier test vint ce soir-là, quand Rose rentra à Ellsworth House pour trouver sa mère l'attendant dans un salon. La vicomtesse se leva quand Rose entra, un geste si inhabituel que Rose s'arrêta dans l'embrasure de la porte. L'expression de sa mère était difficile à lire. Pas de la colère, quelque chose de plus complexe, du choc, du calcul, et quelque chose qui, chez une femme moins réservée, aurait pu être de la fierté. « J'ai entendu »,
dit simplement la vicomtesse. Oui, j'imagine que vous l'avez. Un silence leva Ryan. La vicomtesse étudia sa fille. Vraiment l'étudia avec une attention que Rose avait rarement reçue, et quelque chose changea dans son expression, sa réévaluation. Le duc de Calderin, dit la vicomtesse publiquement devant la moitié du ton. Oui, mère. La vicomtesse hocha la tête une fois brusquement, avec l'air décisif d'une femme qui avait fait un calcul et trouvé le résultat satisfaisant. Eh bien, dit-elle, je suppose que nous ferions mieux de commencer à planifier l'annonce des fiançailles. Ce n'était pas des excuses, ce n'était pas un aveu que Rose avait été traitée injustement. C'était simplement une reconnaissance pratique entièrement conforme à la nature de la vicomtesse, que le monde avait changé et Rose avait changé avec lui, et les vieilles règles ne s'appliquaient plus. Rose l'accepta pour ce que c'était et sentit sous l'acceptation quelque chose qui n'était pas tout à fait du pardon, mais était assez proche pour commencer. Eleanor vint ensuite, faisant irruption dans la chambre de Rose ce soir-là, avec une énergie haletante, mais avec quelque chose de différent dans ses yeux. Pas seulement de l'excitation, quelque chose de plus calme, de l'émerveillement. « Est-ce vrai? » dit-elle. « Tout ça, il l'a dit devant tout le monde. » Oui, Eleanor fut silencieuse un long moment, inhabituelle pour une femme qui remplissait chaque espace de mots. Puis elle tendit la main et prit celle de Rose et la serra. « Je suis heureuse pour vous, dit-elle. Vraiment. » Ce fut la chose la plus honnête qu'Eleanor lui ait jamais dite, et Rose tint la main de sa sœur et sourit, et sentit l'ancienne distance entre eux commencer, très lentement, à se refermer. Lady Beatrix Ashcombe disparut de la saison avec un calme qui en disait long. Elle n'assista plus à Almax. Elle ne fut vue à aucun des événements restants. L'histoire qui filtra fut qu'elle était allée séjourner chez des parents à la campagne, une retraite qui, dans le langage du ton, signifiait que sa position sociale avait été suffisamment endommagée pour que rester à Londres ne soit plus conseillé. Rose ne se réjouit pas. Elle ne célébra pas. Elle se contenta de le noter et de passer à autre chose, et ne ressentit aucune satisfaction au-delà de la connaissance tranquille que la femme qui avait essayé de la détruire avait échoué, non pas par cruauté ou vengeance, mais par le simple fait que Rose avait refusé d'être détruite. C'était, pensa-t-elle, le meilleur genre de justice, celle qui n'exigeait ni vainqueur ni vaincu, seulement la vérité dite clairement devant tous ceux qui avaient besoin de l'entendre. 50 planches. Les jardins de Thornfield Park étaient magnifiques en octobre, ambre et or, et le rouge ardent profond des vieux chênes qui bordaient l'allée. Rose se tenait à la fenêtre du salon du matin, une tasse de thé à la main, regardant les enfants se pourchasser sur la pelouse en contrebas. Eleanor, nommée d'après la sœur de Rose, avait 4 ans, les cheveux noirs et féroces, avec l'intensité de son père et l'obstination tranquille de sa mère. James suivait aussi sa sœur avec la loyauté dévouée d'un jeune frère qui n'avait pas encore appris que l'admiration n'était pas la même chose que l'imitation. Robert apparut dans l'embrasure de la porte, et Rose sentit sa présence comme elle le faisait toujours, une chaleur, une stabilité, un point de gravité. Il vint se tenir à ses côtés à la fenêtre, et ses bras se posèrent autour de sa taille avec la familiarité aisée d'une longue habitude, et ils regardèrent leurs enfants ensemble en silence. 5 ans, pas très longtemps dans le grand cours des choses. Et pourtant Rose sentit, en repensant à la femme qu'elle avait été, la femme tranquille, utile, invisible dans le salon Ellsworth, beurrant son toast en silence pendant que ses sœurs brillaient, que la distance entre cette femme et celle qu'elle était maintenant était incommensurable. Non pas parce que sa vie était devenue glamour ou extraordinaire. Ce n'était pas le cas. Elle était toujours à bien des égards la même personne, pensive, observatrice, plus à l'aise à écouter qu'à commander. Mais elle n'était plus invisible, et elle n'était plus seule. « Êtes-vous heureuse? » demanda Robert très tranquillement. C'était une question qu'il lui posait parfois,
Non pas parce qu'il doutait de la réponse, mais parce qu'il avait appris que le bonheur n'était pas quelque chose que l'on pouvait supposer. Il fallait le vérifier, le renouveler. Rose tourna la tête et le regarda. Cet homme qui avait autrefois été le duc de guerre, qui avait cru pendant des années que la tendresse était une faiblesse et l'amour quelque chose qu'il ne pouvait se permettre. Son visage était différent maintenant, pas plus jeune. Les rides étaient toujours là, les ombres des nuits où le sommeil ne venait pas facilement, mais plus doux, plus ouvert, l'expression d'un homme qui avait trouvé, après un très long voyage, que la chose qu'il fuyait était aussi la chose qu'il attendait. Oui, dit Rose, simplement, complètement, sans qualification. Robert sourit, chaleureux et sans défense, le genre de sourire que Rose avait passé des semaines à lui soutirer pendant ses premiers jours prudents, et qu'elle voyait maintenant chaque matin aussi naturellement que la lumière du soleil. En dessous d'eux, Eleanor attrapa James et le tint triomphalement au-dessus de sa tête, riant avec la joie pleine et entière de l'enfance, et la lumière d'automne tombait dorée sur les jardins de Thornfield Park, et Rose se pencha contre l'épaule de son mari et ferma les yeux. Elle écouta le son de sa vie, imparfaite, ordinaire et entièrement merveilleuse.